Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le nouveau gouvernement syrien mène-t-il un double jeu ? Face à la communauté internationale, il affiche sa volonté d'unifier le pays, de ramener la paix. Mais sur le terrain, ses forces de sécurité sont accusées d'avoir tué près d'1 millier de civils en 4 jours, 973 pour être exact. Des familles de la minorité islamique alaouite, dont est issu le président déchu de Syrie, Bachar al-Assad, ainsi que des chrétiens d'Orient, Guillaume Dominguez. Oui, les forces de sécurité du régime ont annoncé lancer la deuxième phase des opérations militaires visant les communautés alaouites et chrétiennes. Une annonce alors même que le président syrien Ahmad al-Shara a appelé vendredi à mettre fin aux violences. J'appelle toutes les forces qui ont rejoint les lieux des affrontements à obéir pleinement aux dirigeants militaires sur place, à évacuer immédiatement les lieux pour contrôler les violations qui ont eu lieu, afin que les forces sécuritaires achèvent leur travail de la meilleure façon possible. Un discours destiné à donner le change sur la scène internationale pour le géopolitologue Fabrice Balanche, spécialiste de la Syrie, mais qui en réalité ne reflète pas les ordres transmis aux milices armées par le nouvel homme fort du pays. Il laisse faire et c'est sa volonté. Il veut mettre au pas les minorités qui lui résistent. Parce que ces islamistes vouent une haine indescriptible à l'égard des Alaouites. Pour les islamistes au pouvoir, les Alaouites, ce sont des hérétiques. Une haine tournée aussi contre les chrétiens d'Orient présents en Syrie. Parmi les victimes des exactions du groupe HTS, plusieurs sources font état de centaines de morts parmi les chrétiens. Guillaume Dominguez. Les États-Unis et l'Ukraine s'apprêtent à se retrouver en Arabie Saoudite pour renouer le contact. Volodymyr Zelensky est attendu à Riyad aujourd'hui. Rencontre d'abord avec le prince héritier Mohammed Ben Salman avant l'ouverture demain d'échanges cruciaux avec une délégation américaine, la première depuis la visite désastreuse du président ukrainien à Washington fin février. Et depuis ce clash dans le bureau ovale, Donald Trump a suspendu l'aide militaire à l'Ukraine. C'est l'Europe qui devient le premier soutien de Kiev. Et en première ligne, la France. Emmanuel Macron a remis son costume de leader européen et de chef de guerre, entamant un bras de fer verbal avec Vladimir Poutine, qu'il a traité d'impérialiste révisionniste la semaine dernière, multipliant les sommets et les réunions. Nouvel épisode ce soir, le chef de l'État reçoit à l'Élysée la présidente moldave pour l'assurer de son soutien face à la menace russe. Jacques Serret. En recevant Maya Sandu, la présidente de la Moldavie, Emmanuel Macron envoie un nouveau message à la Russie de Vladimir Poutine. Car cet entretien de travail annoncé ce soir à l'Élysée est loin d'être anodin, tant le chef de l'État en est certain. Pour lui, si le maître du Kremlin n'est pas freiné, il ira à coup sûr sur la Moldavie et peut-être au-delà sur la Roumanie. Bien décidé à occuper l'espace sur ces enjeux pour mieux prendre le leadership en Europe, le chef de l'État a déjà prévu de faire une nouvelle déclaration à la presse à l'occasion de cette réception à 19h. Le président de la République redira le soutien de la France à l'indépendance, à la souveraineté et à la sécurité de la République de Moldavie. La France est aux côtés de la Moldavie, souligne l'Élysée, comme un énième rappel d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron qui, face à la menace russe, appelle à de nouvelles coopérations dans l'Union européenne sur la dissuasion nucléaire. Oui, le chef de l'État a proposé de mettre nos alliés européens sous le parapluie nucléaire français. Certains y ont vu une proposition va-t-en-guerre. D'autres, comme la Pologne, ont entamé de sérieuses discussions avec la France. Varsovie réfléchit à la question de l'arme nucléaire pour se défendre. Pour le Premier ministre polonais Donald Tusk, je cite, c'est une course à la sécurité, pas à la guerre. Les explications de Camille Grand, chercheur au Conseil européen pour les relations internationales. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin. On est dans quelque chose où il s'agit par la dissuasion de garantir la sécurité du continent européen. Ce qui est nouveau, c'est que des pays comme la Pologne cherchent quel est le modèle alternatif. Est-ce que c'est de garder la dissuasion élargie américaine ? C'est ce que souhaitent la plupart des pays européens. Est-ce que c'est de nouer en plus des liens avec la France et le Royaume-Uni comme une sorte de deuxième assurance vie, ou est-ce que c'est même, et Donald Tusk qui fait référence un petit peu en biais, l'idée d'un programme nucléaire autonome d'un pays comme la Pologne. Cette troisième option paraît aujourd'hui très éloignée, mais le fait que des pays évoquent l'hypothèse d'un programme nucléaire national est en soi une nouveauté assez radicale. En réalité, là, pas depuis la fin de la guerre froide, mais depuis les années 60. Camille Grand, invité d'Europe 1 matin à 7h10. Interview complète à retrouver sur europe1.fr. Allez, restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Le procès, le Squarneck et le traumatisme de l'enquêtrice qui a découvert les disques durs et les carnets du pédocriminel. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault Clio Full Hybrid E-Tech. Jusqu'à 900 km d'autonomie sans recharge et jusqu'à 40% d'économie de carburant. Existe aussi en motorisation EcoG à partir de 160 € par mois. Pendant les portes ouvertes du 13 au 17 mars, 2 mois de loyer offert. Selon version et conduite, économie versus moteur thermique, Renault Clio Evolution EcoG 100 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2500 €. Troisième et quatrième loyer offert. Si accordiaque. Offre à particulier du 13 au 17 mars. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. 7h, 9h, Europe 1 matin. 8h06 sur Europe 1, la suite du journal Fanny Marceau, Dimitri Pavlenko. Le procès de Joël Le Squarnec se poursuit devant la cour criminelle du Morbihan à Vannes. Aujourd'hui, de nouvelles victimes vont être entendues. Oui, sur les 299 parties civiles, 120 ont tenu à s'exprimer. Et si l'ancien chirurgien accusé d'avoir violé des centaines de patients, essentiellement mineurs, peut faire face à ses victimes aujourd'hui, c'est grâce à une femme, une enquêtrice des plus minutieuses, une gendarme affectée dans la petite commune de Jonzac qui a permis de mettre fin à 30 ans d'agissements pédocriminels. La correspondance dans le Grand Ouest de Sandrine Prioul. Sans elle, les 27 disques durs et clés USB seraient peut-être encore cachés sous le matelas dans cette maison de Jonzac, sale aux fortes odeurs de moisi. Nadia M, adjudante, première enquêtrice de l'affaire Le Squarnec version 2017, quand une petite fille de 6 ans, la voisine de l'ex-chirurgien, est victime de viol. C'est elle qui est dépêchée sur place et s'empare de la déposition. Son professionnalisme l'amène à perquisitionner méticuleusement le pavillon de l'horreur et à mettre la main sur 300 000 photos et vidéos pédopornographiques, également sur les journaux intimes, récits par centaines où l'ex-chirurgien s'adresse à chaque enfant par écrit et détaille les horreurs commises sur lui. Tant de fichiers protégés par un mot de passe, trauma, code également approprié pour cette victime collatérale, celle qui a dû éplucher les données ultra-gore à en vomir. Nadia M souffre d'un tel trauma qu'elle est en arrêt maladie depuis 3 ans. Au procès, la présidente avait dû écourter son témoignage trop douloureux au bout de 10 minutes. Vannes, Sandrine Prioul, Europe 1. À l'Assemblée nationale, l'examen aujourd'hui d'une proposition de loi visant à améliorer la reconnaissance des infirmiers. Voilà 2 ans que les 640 000 professionnels attendaient l'ouverture de ce débat. Cette proposition de loi prévoit notamment la création d'une consultation infirmière, le droit de prescription pour les infirmiers ainsi que de nouvelles missions. Les infirmiers et médecins, tout le personnel de l'hôpital Gemelli à Rome a été d'ailleurs remercié hier par le pape François. Voilà près d'1 mois qu'ils prennent soin du souverain pontife François, dont l'état est stable selon le Vatican, même s'il n'est pas encore sortie d'affaires. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyée spéciale d'Europe 1 à Rome, les nouvelles sont encourageantes. Ce matin, Caroline, hier soir, le Vatican a confirmé de légères améliorations. Oui, dans une déclaration sobre, l'attaché de presse du Vatican a affirmé du bout des lèvres que la stabilité du pape persiste et que cela signifie que son état s'améliore dans un tableau clinique qui reste complexe. On apprend également que son état lui a permis d'assister à la messe du premier dimanche du carême dans la petite chapelle de son appartement médicalisé de l'hôpital. De quoi soulager Julia, une Argentine de 61 ans installée à Rome. Nous sommes contents naturellement, comme je crois tous les fidèles et les catholiques qui aiment le Saint-Père. Car c'est comme un grand-père qui est malade. On doit le soigner, prier pour lui pour qu'il aille mieux. Il a une épreuve, il doit la surmonter. Son prochain bulletin de santé est attendu cet après-midi. Pour l'instant, le pape n'est toujours pas hors de danger. Les médecins espèrent confirmer cette embellie dans les prochains jours. Merci Caroline Baudry en direct de Rome pour Europe 1. Merci également Fanny Marceau, c'était votre journal. À partir de 8h30